13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces journaux de la mi-journée sur Mandiko Télévision. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, Patricia Ngongo, a invité les Kinois à la vigilance face à la progression de la variole de singe dans la capitale de la République démocratique du Congo. Selon le ministre provincial de la Santé, le mpox a progressé de manière significative ces derniers jours. Les cas suspects sont passés de 81 à 111 cas en une seule journée, dont 25 cas confirmés et 2 décès, d'où cet appel à la vigilance suivait. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par l'épidémie de la variole de singe, mpox. Endémique dans le pays, cette maladie connaît une augmentation alarmante des cas depuis plus de 2 ans, touchant désormais toutes les provinces congolaises. À Kinshasa, 7 de 35 zones de santé sont désormais touchées. En tête, la zone de santé de Limete avec 7 cas confirmés, suivi de Kassavoubou, 4 cas, Pouinsele et Barumbu qui ont notifié 3 cas chacun. Un bilan présenté par Patricia Ngongo, ministre provincial de la Santé. Nous avons 7 zones de santé touchées. La zone de santé la plus touchée, c'est la zone de santé de Limete. Et puis la zone qui s'est ajoutée hier, c'était la zone de santé de Kinshasa où nous avons découvert un cas. Nous sommes en train de mettre progressivement la prise en charge en marche, mais là, le centre de santé que nous avons retenu, depuis il y avait des centres de santé, il y avait à l'hôpital général des références ex-Mamaemo, et puis c'était au niveau de Kinkole. Nous venions d'ajouter un autre centre de santé au niveau de l'hôpital Vijana. Malgré le nombre croissant des cas de contamination, le nombre de décès à Kinshasa reste faible par rapport au reste du pays, avec 2 décès sur le total des cas recensés depuis le début de l'épidémie. Le ministre provincial de la Santé a mis l'accent sur la prévention en respectant des mesures d'hygiène de base comme le lavage régulier des mains et d'éviter des contacts étroits, y compris des rapports sexuels avec toute personne atteinte de mpox ou présentant des symptômes de cette maladie. Le message que je peux lancer aux Kinois, c'est simplement de prendre en compte des mesures que nous leur communiquons, des mesures préventives. Ça veut dire de ne pas être en contact avec des animaux qu'ils ont trouvés morts, de ne pas être en contact avec des personnes qui présentent déjà des signes que nous sommes en train souvent de les dire. Par exemple, vous voyez une personne qui se plaint déjà de céphalées, de douleurs articulaires et consorts. Il ne faut pas être en contact directement. Une fois que vous avez ces signes-là, appelez un centre de santé le plus proche qu'on amène la personne. Il ne faut pas être en contact avec des liquides biologiques, le sang, la salive et consorts, respecter des mesures barrières, avoir déjà ses masques et laver régulièrement ses mains. Si vous voulez manger la viande, ici on adore des viandes boucanées, il faut vraiment bien bouillir cette viande-là parce qu'il pourrait avoir de la maladie. À Kinshasa, les autorités réfléchissent aux mesures à prendre à 2 semaines de la rentrée scolaire afin d'éviter la propagation à grande échelle de ces virus, car le taux d'infection est très élevé chez les moins de 15 ans. Dans l'entretemps, des réunions se multiplient en attendant l'arrivée des vaccins annoncés dans le pays. Un plan national de riposte, axé notamment sur cette prochaine campagne de vaccination, est en cours de finalisation. Entre peur et inquiétude, le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, rassure que les mesures sont mises en place pour contenir l'épidémie. Et sur un autre volet, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations unies s'emploient à l'accélération du processus de transition dans la province du Sud Kivu, marqué par les désengagements progressifs de la mission de stabilisation des Nations unies en RDC. L'heure est actuellement à l'alignement des contributions au financement de la feuille de route de la transition avec un coût global de 57 millions de dollars en faveur de la paix et le développement de cette partie du pays. Renta lui est là pour le commentaire.
Processus de transition dans la province du Sud Kivu, les différentes parties prenantes réfléchissent sur l'alignement de contributions au financement de la feuille de route de la transition convenue d'une mobilisation collective de 57 millions de dollars en faveur de la paix et du développement dans cette partie de la RDC. Le gouvernement de la RDC, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre du Plan Guilan Yembo, a promis une contribution à la hauteur de 30 millions de dollars américains au financement de ces plans de transition. Les Nations Unies, pour leur part, ont annoncé un appui financier de 23 millions de dollars, axé principalement sur le renforcement des capacités des institutions étatiques, a annoncé Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a également souligné la contribution de la province estimée à près de 2,5 millions de dollars, notamment pour le renforcement des forces de sécurité, la réhabilitation des infrastructures et le soutien de l'administration locale. Les parties prenantes devront identifier les actions prioritaires à mener dans le domaine de la sécurité, de la justice, du développement économique et de la consolidation de l'état de droit. Fin juin, la MONUSCO avait fermé son bureau de Bukavu, centre névralgique de ses opérations au Sud Kivu. Depuis plus de 20 ans, selon l'accord avec le gouvernement, la mission devrait achever son retrait du Sud Kivu le 30 juin dernier, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays. D'une province à une autre, nous sommes à Béni où les personnes de bonne volonté sont appelées à apporter de l'assistance à la population de Béni dans la province du Nord Kivu, victime de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé par les autorités locales lors des journées portes ouvertes organisées grâce à l'appui de l'Agence des Nations Unies OCHA dans le cadre de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ces journées portes ouvertes clôturées le jeudi 22 août ont été couplés à une table ronde. Les détails dans cet élément. Pendant 4 jours, les organisations non gouvernementales nationales, locales et internationales œuvrant dans les secteurs de l'humanitaire avaient installé leur tente au siège du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA de Béni. Ici, elles expliquaient à la population ce qu'elles font comme travail d'assistance humanitaire à la population victime de la guerre entre l'armée régulière et les différents groupes armés. Quelques-unes d'entre elles ont exposé dans différents stands leurs réalisations pour l'autonomisation des femmes. Il faut assister 5000 ménages dans la ville de Béni, notent les autorités locales. Elles lancent un appel aux personnes de bonne volonté pour appuyer ce qu'elles font déjà avec l'aide des organisations évoluant dans ces secteurs. Selon le Bureau central de coordination des affaires humanitaires OCHA, les statistiques des personnes vulnérables sont alarmantes. Ils demandent l'accompagnement de la communauté locale pour que les ONG qui sont ici sur invitation du gouvernement congolais remplissent leur mission en toute quiétude. Ces statistiques s'actualisent, comme vous le savez, chaque mois. Il y a une commission provinciale qui s'appelle Commission Mouvement de Population, qui essaie de faire des mises à jour sur les chiffres des personnes déplacées. Et les dernières informations, d'après les résultats que nous avons obtenus, on a beaucoup de personnes déplacées. Je dirais même qu'on a plus de 30 000 personnes déplacées qui sont disséminées en famille d'accueil ici en Béni, et même ceux qui sont logés dans les centres collectifs. La journée de l'aide humanitaire a été célébrée le 19 août 2024 sous le thème « Agir pour l'humanité ». En justice, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a échangé ce jeudi 22 août avec la délégation du syndicat national de magistrats du Congo. Il leur a exhorté de se démarquer dans leur action syndicale, puisqu'étant tous des hommes d'État, ceci fait suite à l'image qui se dégage actuellement dans l'opinion concernant le bras de fer entre le SINAMAC et les ministres des tutelles. Suivez ici le propos du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. Le
l'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts. Je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues? Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il des problèmes à régler? Vous connaissez la procédure, allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. En Tunisie, l'ex-candidat à l'élection présidentielle de 2014 et 2019, Safi Said, avait été arrêté mardi après avoir franchi illégalement la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Il a été libéré jeudi 22 août, ont annoncé les autorités. Mercredi 21 août, les tribunaux de Kasserine en Tunisie avaient annoncé avoir ordonné le placement en détention de Safi Said et d'un compagnon de voyage pour avoir illégalement traversé la frontière vers un pays voisin. Le lendemain, le même tribunal a décidé sa libération sans donner des détails selon les déclarations d'un porte-parole. Suivez ses commentaires. L'écrivain et journaliste de 70 ans, critiqueux de la politique du président tunisien, condamné à 4 mois de prison en juin dernier pour falsification et escroquerie, tentait de fuir alors qu'il risquait à tout moment d'être incarcéré. Ce sont les services sécuritaires algériens qui l'ont arrêté avant de le remettre aux autorités tunisiennes. Le 6 août, son dossier a été refusé par l'instance supérieure indépendante pour les élections dirigée par un proche du président tunisien. 3 jours après, Safi Said avait expliqué renoncer à l'élection présidentielle du 6 octobre, se plaignant d'une inégalité de chance et dénonçant des grands obstacles et d'un manque de clarté des règles du jeu. Mardi 20 août, Human Rights Watch a souligné qu'au moins 8 candidats potentiels à la présidentielle ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés et de facto ont été empêchés de se présenter. Il s'agit notamment des dirigeants de l'opposition Issam Chebi et Ghazi Chawashi et à l'autre bout du spectre politique Dabir Moussi, la chef du parti d'Estouriens libres, nostalgique du régime Bourguiba et Ben Ali. C'est cet élément qui met fin à ce journal, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.